Alors, ça se paramètre, 2 secondes, je vous dirai. Ouais, vous pouvez y aller. C'est bon. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour notre conférence pour le Salon de la Data. Alors aujourd'hui, on va parler de l'anatomie d'une solution open source de cartographie par deep learning. Et là, on va prendre le cas spécial de l'extraction de toits. Alors, je vais vous présenter un peu Machina Corpus. Donc, chez Machina Corpus, que j'ai effectué un stage et justement sur cette problématique. Machina Corpus, pour faire court, c'est une société de services en application web. Elle est surtout caractérisée par son engagement pour l'open source et notamment dans le cadre de la cartographie. Alors, comment ça va se passer? On va d'abord faire une introduction sur le sujet, sur notre problématique. On va parler de la création de la vérité terrain, du modèle qu'on a utilisé pour répondre à notre problématique et ensuite, on va voir comment on a évalué ce modèle. Alors, dans l'introduction, je vais vous dire notre objectif et vous parler des concepts fondamentaux pour un peu mieux comprendre ce qu'on a fait. Alors, notre objectif dans le cadre de la cartographie, c'est de pouvoir répondre à notre problématique, détecter des structures cibles et pouvoir après les analyser. Dans notre cas, c'était des toits. Donc, à partir d'images satellitaires ou aériennes, détecter des toits. Et donc, concrètement, c'est quoi détecter des toits ou des structures cibles? C'est d'extraire de l'image les différentes parties de l'image qui contiennent notre objet cible, donc d'extraire de l'image les parties qui correspondent à un toit, par exemple. Et alors, en quoi ça consiste ça? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la segmentation d'instance. Alors, on va faire un peu de vocabulaire pour comprendre qu'est-ce que c'est. Alors là, j'ai un petit schéma ici qui vous montre, alors je ne sais pas si vous le voyez. Alors, sur ce schéma-là, vous avez donc, voyez qu'on parle sur celui qui montre le petit chat, que j'entoure. Alors, le chat, le deuxième chat, parce que je ne sais pas si vous voyez le curseur, on parle de classification et de localisation. Donc, on voit que le modèle va détecter, localiser le chat, et donc, on va avoir une boîte englobante autour de chat. Ça, c'est de la classification et de la localisation. Alors, le modèle, il peut le faire pour plusieurs objets en même temps. Et donc là, vous voyez sur la deuxième image à côté, où on voit les 2 chiens et le chat, qui détectent un chat et il détecte 2 chiens. Et les 2 chiens, il les détecte individuellement. Donc ça, c'est ce qui est de la détection d'objets. La segmentation d'instance, là, on va aller au niveau du pixel, c'est-à-dire que chaque pixel sera associé à une catégorie d'objets. C'est la segmentation d'instance. Comme on voit sur la première image, on voit qu'apparaissent en vert tous les pixels qui appartiennent à l'herbe, apparaissent en jaune tous les pixels qui appartiennent au chat, en bleu tous les pixels qui appartiennent au ciel. Et dans le cadre de notre problématique, nous, on va parler de segmentation d'instance, et c'est un peu le mix des deux, parce qu'on va localiser spécifiquement l'objet cible, donc ici les chiens et le chat, et associer à chaque objet, et associer chaque pixel de l'objet à une catégorie, sa catégorie d'objet cible. Et donc, ça, la segmentation d'instance. Mais alors, comment on apprend à notre modèle à savoir qu'est-ce qu'un chat, qu'est-ce qu'un chien? Pour ça, il faut l'apprentissage. Il faut que le modèle apprenne. Et dans notre problème, on va lui apprendre avec des exemples. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc, on va donner au modèle des exemples labellisés, donc des exemples avec les réponses, c'est-à-dire qu'on va lui donner le résultat attendu. On va lui donner des images de chiens, on va lui dire ce n'est pas un chat, des images de chat, on va lui dire c'est un chat, et le modèle, par rapport aux réponses qui sont attendues, il va créer lui-même les règles qui permettent de définir si c'est un chat ou pas un chat. C'est ce qu'on appelle donc l'apprentissage supervisé, c'est des données labellisées. Et donc, on voit après que l'entraînement, on lui donne une image sans label, sans réponse, et il arrive à déterminer si c'est un chat ou si ce n'est pas un chat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que nous, notre modèle, il sache s'il y a des toits ou pas des toits, il faut qu'on lui apprenne au préalable qu'est-ce qu'un toit. Et pour cela, ça nécessite ce qu'on appelle la nécessité d'une vérité terrain. Alors, on va vous présenter dans une seconde partie la création de la vérité terrain et qu'est-ce qu'une vérité terrain et comment on la construit. Alors, dans notre cas, un jeu de données, une vérité terrain, c'est quoi? C'est une image aérienne, une image satellitaire,
associé à un label où on mettra, où on dira où sont les structures cibles. Là, dans l'exemple, vous voyez que les toits sont en pixels blancs et tout ce qui n'est pas du toit est en noir. Donc, on a ce qu'on va lui donner en entrée et on a la réponse là où on lui dit où sont les toits. Et après, ces différents modèles ont besoin de jeux de données différents. Il y a certains modèles, par contre, qui ont besoin que la vérité terrain arrive d'une autre manière, où l'information arrive sous forme d'annotation. Le modèle qu'on a utilisé, il utilise un jeu de données vérité terrain avec une forme d'annotation. C'est-à-dire qu'on a un couple d'images, un lot d'images lié à un fichier annotation. Donc, le lot d'images, c'est des images aériennes ou satellitaires. Et le fichier annotation, c'est un fichier qui regroupe toutes les informations pour chaque image. Et pour chaque image, il dit, à cet endroit de l'image, il y a tel objet cible. Et il indique où est donc comme ça, le modèle peut lire où se trouve dans l'image l'objet cible. Et donc ça c'est le modèle, le format COCO, le modèle fourni par Microsoft. Et c'est un format qui permet au modèle de deep learning donc, de traiter ces images et de faire de la reconnaissance d'images et de détecter les objets et ça permet son apprentissage. Alors, quel jeu de données on a utilisé? Alors, il y a beaucoup de jeux de données en open source. Donc, on a utilisé des jeux de données de l'INRIA, donc c'était plus particulièrement des villes des États-Unis. Et là, le jeu de données était déjà composé d'images ainsi que de labels indiquant où étaient les bâtiments. On a été aussi voir dans les données open source, donc il y a Open Data Lyon, où là, on a pu avoir des images, des images orthophotographiques et les données de cadastre, donc les données de cadastre avec lesquelles on pouvait savoir où étaient les bâtiments. On a aussi pris les données open source de vue du ciel, qui est donc des photographies aériennes, et aussi on a pris la BD topo de l'IGN, donc pour savoir où étaient les bâtiments. Donc ça, c'était plusieurs données sous différents formats. Et donc, à partir de ces données sous différents formats, comment on fait pour réussir à construire son jeu de données pour que le modèle puisse le lire? Donc, il existe plusieurs outils. Donc, il y a Label Maker, qui est assez connu, qui est un modèle qui permet à partir de Mapbox. Donc, Mapbox, c'est open source aussi. On peut avoir des données d'images et il peut créer ce fameux couple image-label. Et nous, en parallèle, lors de mon stage, on a conçu un outil qui s'appelle GeoLabel Maker, et donc qui lui permet aussi de créer ces jeux de données vérité terrain avec le couple image, label, mais aussi ce fameux fichier annotation. Donc ça, c'était le plus par rapport à Label Maker et qui nous permet de pouvoir utiliser notre modèle. Après, il existe différents outils qui eux aussi ont leurs atouts parce qu'ils lisent des fichiers de format différents. On voit que, par exemple, GeoLabel Maker, il peut prendre en compte des fichiers de format concernant le cadastre, par exemple, ou la topo, différentes de Label Maker. Donc, on peut comme ça diversifier ces données. Et voilà. Et donc, il y a différents outils. À savoir que le GitHub de GeoLabel Maker est disponible sur celui de Machina Corpus. Donc, c'est open source. Et il va être développé, voilà, on va ajouter de nouvelles fonctions pour son utilisation. Et vous pouvez aller voir et même contribuer à son développement. Alors là, c'est un petit GIF qui présente un peu l'outil GeoLabel Maker. Alors, qu'est-ce qu'il prend? Il prend une image, il prend la BD topo, on les fusionne pour faire correspondre la photo et la topologie pour que les labels au final correspondent. Et à partir de cette grande image fusionnée, on crée des vignettes. Alors pourquoi créer des vignettes? C'est parce que le modèle a besoin de lire les images à un certain format et si on ne lui donne pas le bon format, eh ben, il ne peut pas fonctionner. Et après, avec ce lot de vignettes, on peut créer aussi automatiquement le fichier annotation qui permettra d'être lu par le modèle. Alors, je vous parle de modèle, mais quel modèle on a pris? On a pris le modèle Masker CNN, donc encore des masques, mais cette fois-ci pas pour le Covid. C'est les masques, c'est-à-dire juste seulement qui fait le fameux masque, le petit recouvrement qu'on voit sur les objets détectés. Donc, je vais vous parler de deep learning et d'analyse d'images.
du modèle MaskRCNN et enfin comment on l'a utilisé. Alors, quand il s'agit de reconnaissance, d'analyse d'image, on utilise des modèles de deep learning, des réseaux de neurones qui s'appellent des réseaux de neurones convolutifs, parce qu'ils utilisent quelque chose qui s'appelle la convolution. Alors, pour résumer, comme vous voyez sur ce schéma, en fait, l'image va subir ce qu'on appelle une convolution. C'est-à-dire qu'en fait, elle va être fragmentée en plein de petits fragments et chaque petit fragment va subir une espèce de filtrage qui va permettre de sortir des caractéristiques de l'image. Et ces caractéristiques de l'image, c'est ces caractéristiques de l'image qui vont être analysées par le modèle et permettre de détecter des objets. Donc, comment à partir d'un CNN, on est arrivé à notre MaskRCNN? Et bien en fait, notre MaskRCNN, c'est un CNN, si vous voulez, qui a eu des améliorations. Alors d'abord, on est passé du CNN au RCNN. Le RCNN, c'est le plus, c'est la proposition de région d'intérêt, c'est-à-dire que le modèle, à un moment, va dire ici, va créer des boîtes englobantes. Les boîtes englobantes, c'est les zones où il est possible, susceptible d'y avoir un objet, l'objet qu'on veut détecter. Donc là, l'atout, c'est de pouvoir détecter plusieurs objets. Alors, après le RCNN, on a le Fast RCNN qui, comme son nom l'indique, est encore plus rapide que le RCNN. Alors, pourquoi il est plus rapide que le RCNN? C'est parce qu'en fait, je vais vous parler de cette convolution où l'image, elle était fragmentée, elle subissait tout un tas de choses. Et bien en fait, pour le RCNN premier, c'était tous les fragments, toutes les petites régions d'intérêt qui subissaient cette convolution. Alors, ça prend du temps. Et dans le Fast RCNN, cette fois-ci, la convolution a lieu en amont et après, les régions, les boîtes englobantes où sont susceptibles d'apparaître un objet sont proposées. Donc, ce qui est plus rapide puisqu'on ne fait qu'une seule convolution. Après, vous avez ce qu'on appelle le Faster RCNN qui, comme son nom l'indique, est encore plus rapide que le Fast RCNN. Alors, pourquoi il est plus rapide? Parce que là, on a ajouté un algorithme qui, lui, de proposition de régions, donc un réseau neuronal en plus, qui va permettre d'être plus efficace et d'affiner la proposition de régions. Donc, on va perdre moins de temps, on va proposer moins de régions, mais des propositions plus affinées. Donc, on va pouvoir être plus rapide. Et là, arrive le MaskRCNN. Alors, le MaskRCNN, c'est quoi? C'est on a ajouté à ces modèles qui faisaient que de la détection d'objets, la segmentation d'instances, c'est-à-dire qu'on ajoute ce qu'on appelle un classificateur binaire de masques, c'est-à-dire tout simplement, comme vous voyez quand on voyait sur le chien et le chat, que tous les pixels du chat apparaissaient en rouge, tous les pixels du chien apparaissaient en jaune, c'est ça qu'on a rajouté, c'est qu'on sait que c'est un chien, mais en même temps, on a le masque sur le chien. Donc, il fait de la détection et de la segmentation d'objets. Donc, pour résumer, qu'est-ce que fait le MaskRCNN? Il détecte, il classifie et il fait de la segmentation d'instances. Comme on peut voir sur l'image avec les toits, donc là, vous avez une photo aérienne. Et là, pour chaque toit, on les détecte. C'est un toit, c'est un toit, c'est un toit, individuellement les uns des autres. Et en même temps, on associe à chaque pixel de l'objet une couleur. Et là, on voit sur l'image, on voit que chaque pixel est associé à une couleur. Donc, on voit que chaque pixel de l'objet est associé à l'objet lui-même et sa catégorie. Donc, voilà, on est en plein dans la segmentation d'instances. Alors, nous, comment on a utilisé le MaskRCNN. Alors, MaskRCNN, il a été créé par Facebook. Alors, le masque, l'implémentation pour Python est disponible en open source aussi sur GitHub. C'est en langage Python, donc avec les bibliothèques TensorFlow et Keras. Si vous voulez être un peu plus curieux et voir comment ça fonctionne, sur le GitHub de Machina Corpus, vous avez les notebooks, à savoir aussi que vous avez des articles de blog sur le blog Machina Corpus qui expliquent un peu comment fonctionne le modèle. Alors, pour parler rapidement, on peut voir quand même les performances et la puissance que ça requiert quand même sur ma machine pour prédire une image. Donc, pour vous lui donner au modèle une image, il vous dit où sont les toits. Il mettait 2,67 secondes, ce qui est assez long, alors que sur le serveur GPU, qui est beaucoup plus puissant du coup que mon petit ordinateur, c'était 0,075 secondes. Et même pour l'entraînement, on passe de peut-être 10 jours, même plus, à une journée, voire quelques heures seulement. Donc, c'est quand même l'importance d'avoir un serveur GPU performant pour pouvoir faire tourner ces modèles qui demandent quand même de la puissance. Ça ne tourne pas tout seul. Alors maintenant qu'on a notre modèle, qu'on sait ce que c'est que la vérité terrain, qu'on a fait entraîner notre modèle, mais est-ce que notre modèle, il est bon et comment on sait qu'il est bon, notre modèle?
Et ben pour ça, il va falloir choisir des indicateurs. Mais là, c'est un peu compliqué parce que là, on n'est plus dans le « c'est un chat, c'est un chien, oui, il a raison, oui, il a tort ». Il faut qu'il sache que c'est un toit, mais aussi qu'il le localise bien et qu'il le recouvre bien. Donc là, on n'est plus dans une méthode vrai ou faux, il faut que ça soit vrai et qu'il le recouvre bien. Ce n'est pas aussi true and false que certains d'autres modèles plus binaires. Donc là, sur cette image, vous voyez, avec ce panneau stop, la boîte englobante prédite en vert, de vérité terrain en vert et la boîte prédite en rouge. Et là, je vais vous présenter un indicateur qui est la mesure de calcul de recouvrement, où justement, on va s'intéresser au recouvrement entre ces deux régions, donc celle prédite et celle de la vérité terrain. Et ça sera à nous de choisir, de déterminer à partir de quel moment on estime que ce recouvrement, il est bon et que donc la détection est bonne. Comme vous voyez sur le premier exemple, on voit que même si les deux se superposent, on voit que la région prédite laisse passer quand même beaucoup de la vérité de terrain. Donc, on est dans une détection assez pauvre. Le second exemple, donc ça se recouvre plutôt bien. Donc, on est plutôt dans une bonne prédiction. Le troisième exemple, alors là, on est super, on est pratiquement 100% de recouvrement, exactitude complète. Et donc, en fait, le mesure de calcul de recouvrement, ça va être aussi le choix d'un seuil pour dire à quel moment je peux me dire oui, c'est bon, on est dans une bonne détection. Donc, on peut choisir 0,5, un IOU donc pour 50% de recouvrement, on estime qu'on est bon, 75% de recouvrement, on estime qu'on est bon, ou alors 95% parce qu'on veut être très précis. Donc là, voilà l'intersection over-union. Donc, c'est ce que je vous disais donc sur cette représentation un peu plus mathématique. C'est le ratio entre le recouvrement entre la zone prédite et la vérité terrain, ainsi que l'aire totale qu'il représente. Donc voilà, et donc c'est à partir de cet IOU qu'on voit la performance du modèle. Et après, à tous les résultats qu'il a, on fait une moyenne, et avec cette moyenne, on peut après définir un peu la performance de notre modèle. Donc là, on va parler brièvement d'analyse de résultats de l'évaluation pour comprendre un peu comment ça se passe, l'entraînement et le protocole. Alors, déjà, je vais vous expliquer une première chose. C'est qu'on a entraîné notre modèle à partir d'un modèle déjà entraîné. Donc, on a utilisé un modèle qui avait déjà été entraîné sur d'autres images qui ne ressemblaient pas du tout aux nôtres. C'était des images de bâtiments américains, donc voilà, qui ne ressemblent pas du tout, par exemple, à la ville de Lyon ou la ville de Nantes, comme les données qu'on a utilisées. Et c'est ce qu'on appelle du transfer learning. C'est-à-dire qu'en fait, notre modèle va apprendre d'un autre modèle il ne part pas de zéro. C'est ce qu'on appelle du transfer learning. Donc, voilà. Un apprentissage par transfert. Donc, sur ce petit graphique, vous voyez donc qu'on a pour chaque entraînement le résultat en ordonnée de ce fameux calcul de précision avec un IOU de 0,50. Donc, un IOU de 0,50, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on estime que la détection est bonne quand la zone prédite recouvre à 50% la zone de la vérité terrain. Alors, on a fait différents protocoles d'entraînement, donc on va voir l'importance quand même du protocole. L'entraînement 1, on l'a fait sur des données homogènes, c'est-à-dire par exemple que des images de Lyon qui se ressemblent un peu en termes d'architecture par exemple. Et on a fait un entraînement en 3 étapes, les premières couches en premier, les couches supérieures en second et ensuite toutes les couches. On obtient bien évidemment un meilleur, quand on l'entraîne, quand après on lance une prédiction sur nos données, on les teste sur nos données, on obtient évidemment un meilleur résultat que sur le modèle de départ qui n'était pas entraîné sur nos données. Arrive ensuite l'entraînement 2, où là, on a fait en une étape cette fois-ci, et encore une fois sur des données homogènes. Et on aperçoit qu'on a un modèle qui a l'air plus performant que le modèle qui a été entraîné avec un protocole en 3 étapes. Donc peut-être que l'utilité de ce protocole en 3 étapes, peut-être pas vraiment d'utilité pour le protocole en 3 étapes. Et après, on a été plus loin, on a essayé de faire avec des données plus mixtes, et là, on se rend compte que avec des données mixtes, c'est-à-dire des données de Nantes, des données de l'INRIA avec des villes des États-Unis, et ça, donc des architectures différentes, on obtient encore une performance bien meilleure. Donc voilà, mais alors on s'est dit quand même, il y a peut-être des limites à cette détection de toit dans l'image elle-même ou pas. Et là, par exemple, on a vu marquer la résolution spatiale. En ce qui concerne la résolution spatiale, vous pouvez voir sur cet exemple que son niveau de zoom, le modèle a plus ou moins de mal à détecter tel toit. Quand on voit sur le zoom 17, on voit qu'il occulte carrément une grosse partie de bâtiment,
alors qu'en zoom 20 ou zoom 16, la plupart des bâtiments sont détectés et en zoom 20, vous voyez que le masque est plus précis. Alors, on a remarqué aussi un effet d'ombre. L'ombre a pu perturber le modèle. Donc, on a vu ça. Donc, quand vous voyez sur cette image-là, il y a une ombre. Le modèle qu'on a eu de départ, donc non entraîné, qu'on a utilisé, nous, de Creux-d'Aï, il se faisait complètement avoir par les ombres, comme vous voyez là. Il détecte le toit, mais il détecte la route avec, parce qu'il est un peu perturbé par l'ombre. Et quand on l'a entraîné, nous, avec notre modèle donc de l'entraînement 3, je vous avais dit, sur les données mixtes et en une seule étape, là, on voit qu'il est tout de suite beaucoup plus performant et il ne se fait plus avoir par l'ombre. Donc voilà, d'où aussi l'importance d'entraîner un modèle avec nos données et d'entraîner un modèle où il se retrouvera avec aussi de l'ombre, aussi des petits pièges, ou alors de pré-traiter les données, de voir que quand même, il peut être sensible à certaines choses, notre modèle. Et aussi les différences architecturales, parce que d'une ville à l'autre, ce n'est pas forcément les mêmes toits. Si vous avez à Lyon, à Nantes ou même au Canada où il y a des toits verts, peut-être que notre modèle, il va avoir du mal à détecter des toits s'ils sont vraiment très différents. Et là, on voit ici, sur ces deux images, alors les experts de la toiture se rendront compte qu'à Lyon, il y a des toits terrasses, et qu'à Nantes, on est plutôt en présence de toits en pente avec de la tuile et de l'ardoise. On remarque que là, pour le coup, notre modèle est vachement plus précis sur des toits terrasses. On voit que le masque est très précis et un peu moins sur ceux en forme de pente où on voit que c'est un peu en tache, on va dire comme ça. Donc, aussi l'importance de justement diversifier nos données parce que comme ça entraîne le modèle à voir différentes choses et à être performant sur des données beaucoup plus variées. Et d'ailleurs, en parlant de données variées, il a été fait un démonstrateur par un autre stagiaire de Makina que vous pouvez aller voir. Et là, c'est sur des données de la Martinique. Donc, c'est des images de la Martinique. Et si vous faites comme moi et que vous lancez sur le site, vous verrez que même sur des images de la Martinique, notre modèle est plutôt performant alors qu'il n'a jamais vu d'image de la Martinique pour s'entraîner. Donc, voilà, c'est quand même intéressant et ça a été fait quand même assez rapidement. Donc là, maintenant, je vais en arriver à la conclusion. Alors, la conclusion, ça sera plutôt des recommandations, comment optimiser notre modèle de cartographie pour détecter des structures. En fait, déjà, c'est le jeu de données. Plus il est varié, on a vu, plus il est mixte, plus on lui donne des données différentes, plus il va être performant. Il y a aussi la qualité du jeu de données. Alors déjà, la qualité de l'image en elle-même, c'est important. Mais aussi la qualité de la labellisation, de la notation. C'est-à-dire qu'il faut que la vérité terrain qu'on construit soit vraiment la bonne. C'est-à-dire il y arrive qu'il y ait des décalages entre l'image et le label dû à cause de la prise de photo, la prise de vue qui génère automatiquement un décalage. Et donc ça, il faut être sûr d'avoir des données bien précises ou au pire, faire comme certains des gens de l'hygiène ont fait, c'est-à-dire entraîner le modèle mais avec la meilleure partie de notre jeu de données, donc un petit extrait, entraîner d'abord le modèle avec le jeu de données le plus précis, et après entraîner le modèle avec les autres données. Donc la qualité du jeu de données et la labellisation, c'est très important. Et même s'il peut y avoir, donc je dis à cause de la photo, mais aussi de point de vue temporel, des fois, si vous avez un décalage selon ce que vous voulez détecter, dans le temps aussi, il peut y avoir un décalage où la construction était là et après, elle ne l'est plus. Donc, le pré-traitement du jeu de données aussi, peut-être sur la luminosité, la qualité ou, comme je disais, le traitement des ombres qui peut peut-être être sensible pour le modèle. Après, vous avez le protocole d'entraînement. On a vu tout à l'heure qu'on a fait 3 protocoles d'entraînement avec des données mixtes, avec l'entraînement des couches en 3 fois, en une fois. Alors, l'entraînement en 3 fois, ça marchait très bien pour la détection de cellules, en fait, visiblement, parce qu'on l'a vu dans la littérature. Mais là, visiblement, pour nos toits, ça ne marchait pas bien. Et un entraînement en une seule couche, de toutes les couches d'un coup, marchait mieux. Mais après, c'est aussi à creuser, à essayer, à tester. Ce sont des choses qui se testent. Après, sinon, je vais parler de GeoLabel Maker. Donc, GeoLabel Maker, c'est l'outil qu'on a conçu. Et donc, bien sûr, il est en pleine évolution. Il y a quelqu'un qui continue à travailler dessus pour ajouter des options, pour le rendre plus performant, pour l'améliorer. Mais c'est aussi open source, donc vous pouvez aller le voir, vous pouvez ajouter vos commentaires, vous pouvez ajouter peut-être vos recommandations aussi à vous, si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas d'aller voir sur le GitHub.
Et voilà, et tout ça, c'est dans le cadre de l'open data et l'open source. Et pourquoi c'est important l'open data et l'open source? Ça permet, là, comme aujourd'hui, de discuter, de partager, d'avoir quelque chose de participatif que tout le monde peut utiliser. Voilà, c'est à votre disposition. Vous avez envie d'utiliser, vous pouvez l'utiliser. Et voilà, et l'open source, ça m'a permis aussi, avec le jeu de données d'open data, d'entraîner mon modèle et d'arriver à ce résultat. Donc, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc je remercie le Salon de la Data de nous avoir accueillis. Et je vous remercie, vous aussi, d'être venu de bon matin, venir m'écouter. C'est très gentil de votre part. Donc, voilà, je vous remercie. Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Oh, merci. Présentation très claire et intéressante. C'est gentil. Merci. J'espère que ça vous a plu. Et si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn à Lucie Camanès, C-A-M-A-N-E-Z. Il n'y a que moi, donc c'est sûr que c'est sur moi que vous tomberez. Voilà. Si vous voulez, voilà. Après, je ne sais pas si vous pourrez avoir les liens, mais vous pouvez, si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez aller sur le blog de Makina. Il y aura les articles, les liens vers les tutoriels et tout. Voilà. Eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté et voilà. Et bon salon de la data à vous.